Présentez-vous en quelques mots. Oui, donc François Laviolette, je suis agent à DNF, département de nature et forêt du SPOE, région Wallonne, depuis 23 ans. J'ai travaillé en chasse et en pêche pendant 4 ans au début de ma carrière ici à la région. Et maintenant, je suis depuis 2003, près de 20 ans, agent nature à la direction de Namur, extérieur, où je suis plus sur le terrain. Et donc, j'ai pratiqué plus de chasse, je dirais, il y a quelques années, mais encore concrètement pour des dossiers ponctuels. Quel type de chasse est autorisé en Belgique et pourquoi? Alors c'est historique, puisque la chasse date de 1882, je pense, de mémoire. Donc c'est du 19e siècle, c'est ancien. Et à l'époque, le législateur a estimé que, puisqu'on chasse depuis les temps préhistoriques, qu'on allait continuer à le faire, mais avec un cadre légal, puisque jusque-là, il n'y avait pas eu de cadre légal. Et donc on a voulu mettre sur papier les conditions de chasse, puisque quand on chasse à l'époque avec des arcs à flèches, il y a de ça des siècles, dans certaines régions encore dans le monde, il y a parfois moins de dangers, moins d'utilisateurs de la forêt, et petit à petit la forêt devenant plus sociale, plus économique et aussi évidemment écologique, on a voulu donc légiférer. Et donc cette loi ancienne a été promulguée avec petit à petit des modifications. Quel organisme légifère le métier? C'est clairement le département nature et forêt D'accord. de la région Wallonne, ça c'est clair depuis le début. Quelles sont les réglementations mises en place? Ça a évolué, puisque on a eu par exemple la chasse à courre qui existait il y a encore une trentaine d'années plus ou moins. Cette chasse à courre qu'on a encore en France d'ailleurs a été abolie. Il y a la chasse en battue, selon certaines conditions. Il y a la chasse à l'approche et à l'affût, qui se pratique souvent seule, avec ou sans chien. On a la chasse qu'on appelle à la botte en plaine, avec souvent des chiens, donc pour plutôt des petits gibiers de plaine. Il y a la chasse alors au gibier d'eau, qui se pratique le long des cours d'eau ou plutôt dans les eaux stagnantes, les étangs, etc. La chasse à l'arc qui est autorisée depuis maintenant une vingtaine d'années, je pense, oui, environ, qui est aussi très, je dirais, conditionnée. Quelles sont les conditions à respecter pour pouvoir chasser légalement? Alors il convient d'avoir un permis de chasse qui est délivré à vie normalement, sauf retrait éventuel. Donc on passe son permis théorique avec 2 épreuves. Et lorsqu'on a réussi les 2 épreuves théoriques et pratiques, donc complètes, alors on a un permis. Et chaque année, on doit payer une vignette pour être autorisé à chasser l'année en cours. Une vignette qui coûte de l'ordre de 900 € si je ne m'abuse. Est-ce que les chasseurs sont tous répertoriés en Belgique? Oui, ça, il y a une base de données qu'on peut retrouver avec le numéro de permis de chasse, s'il y a un contrôle à réaliser, etc. Pour les 16-17 000 chasseurs. Est-ce que le chasseur peut chasser là où il veut? Alors non, on a un droit de chasse sur un certain territoire pour lequel donc on a ce droit. Maintenant, certains peuvent louer la chasse à des privés parce qu'ils n'ont pas le territoire. Des grands propriétaires forestiers ou terriens pourraient chasser puisqu'ils ont les 25 hectares à eux, donc ça pas de souci, évidemment on est chez soi. Et donc ils vont louer la chasse, soit à des privés, soit à des propriétaires publics, communes, etc. Et lorsqu'ils ont réuni d'un seul tenant les 25 ou 50 hectares nécessaires, ils peuvent y chasser même s'ils n'ont aucune propriété. Est-ce qu'il y a des espèces animales protégées de la chasse? On a 5 espèces de grands gibiers qu'on peut chasser, qui ne sont donc pas protégés. Tout ce qu'on chasse n'est pas protégé. Il y a le sanglier, le cerf, le chevreuil, le daim et le mouflon. Alors on a les gibiers, on va dire le petit gibier, comme lièvre, lapin, perdrix, faisan. Du gibier d'eau, canard colvert. Et alors on a l'autre gibier, notamment le renard, on peut le chasser. Donc voilà, on va dire une douzaine, une quinzaine d'espèces qu'on peut chasser. Par contre, on a des centaines d'espèces protégées. Il y a des insectes, il y a des batraciens, ils sont tous protégés les batraciens. On a les reptiles, tous protégés. Les oiseaux, on a des centaines d'oiseaux. Enfin, en fait, tous les oiseaux sont protégés. Sauf le gibier, sauf les poules de basse-cour, les pigeons domestiques. En gros, les oiseaux d'élevage. Les mammifères, la plupart, le hérisson, le chat sauvage, qui sont sûrement pas chassables, ils sont protégés. Les fouines, les putois, etc. Eux, on peut les détruire. Espèce donc protégée, mais qui peut provoquer des dégâts, et que donc on peut, selon autorisation, donc dérogation en fait, détruire. Il y a d'autres espèces protégées qui font des dégâts aussi, comme le castor, le blaireau, qui elles ne peuvent pas être tirées alors qu'elles font des dégâts, mais on indemnise, on paye les dégâts. Quel est le rôle principal du chasseur dans la biodiversité belge? On a des gens qui font ce qu'ils doivent, qui sont corrects, qui sont dans les clous.
qui assurent quelque part le rôle et d'autres qui ne le font pas du tout. Donc il y a des chasseurs qui s'estiment être quelque part en droit mais aussi en devoir, tu vois. C'est un droit de chasse qu'on paye, qu'on loue éventuellement, mais c'est aussi un devoir, dans le sens qu'on doit un minimum gérer des populations, notamment de grands gibiers essentiellement. Et donc le chasseur, clairement, il a un rôle de gestionnaire, d'équilibre du milieu avec le gibier. Quand on a trop de cerfs, de sangliers, de chevreuils, surtout cerfs et sangliers, la forêt est dégradée, la régénération ne se fait pas, les sols sont compactés, on a même la biodiversité qui encaisse, parce que les sangliers, ça mange de tout, ce sont des cochons sauvages, on va dire, donc ils peuvent même manger des batraciens, des reptiles, même des poissons qui se reproduisent, des petits ruisseaux pépinières, les orchidées, les fleurs en général, les insectes au sol, les oiseaux au sol, qui nichent, etc. Donc, trop de sangliers, trop de cerfs, posent problème à la nature, à la forêt, et aux accidents de la route, etc. Et aux dégâts chez les agriculteurs ou chez les particuliers. Donc il faut équilibrer. Et ça, c'est le rôle idéal du chasseur. Mais certains, ils ne sont pas du tout dans cette idée. Ils vont nourrir, ils vont essayer d'empêcher de tirer trop les femelles pour garder beaucoup de petits et de capital. Et donc on va nourrir, on va garder chez soi, on se fiche que ça fasse des dégâts, on payera, on a l'argent pour payer. Et là, c'est un rôle du chasseur qui n'est plus du tout conforme, correct. Comment les pouvoirs publics gèrent cette relation entre chasse et nature? Ta question est très bonne, parce que clairement, c'est une forme de contrat via une loi qui est assez ancienne pour dire on délègue, nous, région Wallonne, nous, autorités publiques, on a quand même 250 000 hectares de forêt publique, on délègue ce droit de chasse à des particuliers qui doivent suivre des normes, mais qui peuvent exercer ça pour équilibrer, etc. Mais dans la pratique, ce n'est pas toujours ce qui se passe, hélas, loin de là. Mais en gros, il y a un réel problème de dérive, il faut être clair. Il faut appeler un chat un chat. Et les autorités politiques, ministres ou autres, parfois ne sont pas toujours très sensibles, il faut être clair aussi, sur ces dérives. Le sanglier, en 20 ans, il fait x3 de population. Donc on a 3 fois plus de sangliers qu'il y a 20 ans. Et moi, quand j'étais il y a 20 ans en chasse-pêche, dans le service, on parlait déjà de trop de sangliers. 20 ans après, il y en a 3 fois plus. Il y avait déjà des problèmes il y a 20 ans. Pensez-vous qu'il y a suffisamment de régulation de la chasse en Belgique? La décision première, quelque part, on a une loi qui existe, c'est dire que faisons-nous aujourd'hui avec une société du XXIe siècle où la forêt n'a plus la même fonction, le même rôle qu'il y a 150 ans, où il y a des VTT qui n'y avaient pas, et donc on a des besoins, des demandes, des fonctions écologiques qui n'y avaient pas. Est-ce qu'on continue à la déléguer à des particuliers avec la loi existante, mais peut-être en la modifiant, en resserrant les boulons, ou est-ce qu'on remet tout à plat et on repart d'une feuille blanche, on dit voilà, est-ce que ce ne sont pas les autorités qui devraient finalement gérer ce gibier? Quelles sont les mesures mises en place contre les accidents de chasse? Mais la loi déjà, qui empêche certaines actions plus dangereuses. Exemple, quand on tire vers des habitations, à moins d'une certaine distance, donc il est interdit de tirer vers les habitations, on sait qu'il y a des jardins là-bas derrière la lisière. Il y a toute une série de mesures de sécurité qui doivent être mises en œuvre. Il y a donc dans la loi quelques aspects qui font qu'on ne peut pas chasser dans le territoire et vers les habitations, comme j'ai expliqué. On doit fermer les chemins, on ne doit pas, on peut, mais en général ils le font d'office quand ils font une battue. Ils préfèrent assurer et mettre les affiches, ils peuvent également mettre l'affiche la veille. Mais alors, il y a le problème parfois, on l'évoque peut-être un peu trop, mais il peut y avoir des chasseurs sous influence qui ont un peu bu le midi parce qu'on s'est retrouvés pour faire encore une chasse après-midi et on n'a peut-être pas tout à fait les yeux bien en face des trous, donc c'est des épiphénomènes, mais ce risque existe notamment plus en France. On a évidemment un territoire beaucoup plus grand, on a des normes justement de sécurité moins fortes en matière de loi. La loi est beaucoup moins stricte, à certains points de vue en tout cas. On chasse en plus beaucoup plus d'espèces, on parlera de la France après, mais ils peuvent chasser dans les 40 espèces plutôt qu'une petite quinzaine chez nous. Et donc ça veut dire qu'ils peuvent chasser dans d'autres conditions, dans d'autres territoires, à d'autres époques, etc. Comment se déroule le contrôle des chasseurs en activité? Les gens qui invitent savent qu'ils doivent vraiment être impeccables. Mais donc, en général, on va contrôler les permis au début de la chasse, lorsqu'il y a une battue. Donc ça veut dire qu'il a passé l'examen de chasse et qu'il a sa vignette annuelle. On peut avoir évidemment le contrôle lorsque le grand gibier est tiré. Il y a parfois un contrôle a posteriori quand on a des dénonciations, quand on a des constats. Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des règles? Les sanctions, ça peut être un avertissement si on estime que c'est pas trop grave. Mais on peut souvent passer très vite au PV, donc un procès verbal. Alors avec des sanctions financières qui vont de
quelques centaines d'euros à des milliers, ça dépend un petit peu. Hein. Donc on peut aller clairement, quand c'est extrêmement grave, on peut même imaginer l'emprisonnement, mais la loi peut aller très loin en matière de sanctions. Qu'est-ce qui peut être amélioré dans le secteur selon vous? Certaines normes légales, pour moi, qui ne peuvent plus perdurer. Certaines n'ont pas été changées depuis un siècle. En matière notamment de nourrissage, le nourrissage doit être complètement revu. Ce n'est pas tenable de nourrir du gibier sauvage, hein, qui est quand même naturellement, c'est pas très digne, c'est pas très noble. On ne peut pas vouloir à tout prix maîtriser tout, hein, y compris la faune sauvage et les équilibres naturels. Donc pour moi, le nourrissage est clairement à proscrire totalement. Ça n'a plus pour moi de réelle valeur parce qu'on n'arrive pas à empêcher les dégâts. Pourquoi est-ce qu'on a nourri? Pour empêcher les dégâts agricoles notamment. On voit que ça ne fonctionne pas. On utilise 1 balle et demie à 2 balles pour tirer un animal, alors qu'en battu, on est entre 6 et 8 balles. Par animal? Ouais, ah ben oui. Puisqu'en battu, on tire beaucoup de fois à côté ou on blesse davantage. Tu vois. Donc pour l'éthique, pour la souffrance animale, puisqu'un animal blessé, c'est quand même pas souhaitable. Pour l'efficacité, hein, puisque on a peu de tirs qui font mouche en battu. Et pour le respect de la faune en général, du milieu, hein, parce que les animaux qui circulent, qui courent partout, ben, ça écrase aussi parfois certaines plantes intéressantes, enfin, ça c'est un peu anecdotique, mais pour les habitats, etc. Donc voilà, on devrait faire évoluer cette technique de chasse-là. Quelles sont les différences majeures entre la chasse en Belgique et celle à l'étranger? On a interdit le nourrissage, notamment au Luxembourg, dans certains landes allemands, mais là ça dépend un peu des landes. En France, on nourrit toujours en général, mais je pense que dans certains départements, ils ont commencé à interdire aussi. Chez nous, on l'autorise totalement, hein, comme j'ai expliqué. On a, au niveau du nombre d'espèces qu'on peut tirer en France, beaucoup plus d'espèces chassables qu'en Belgique, qu'en région wallonne en particulier. Dans d'autres pays, on est plus ou moins dans les mêmes espèces que chez nous. On a favorisé dans d'autres pays, justement, des chasses plus, je dirais, entre guillemets respectueuses, comme la traque à fût. Elles sont reprises dans certaines régions, je pense, d'Allemagne et au Luxembourg. Mais en France, clairement, le lobby chasse est extrêmement puissant. Et pour moi, ils sont à la traîne, ils tiennent à cette chasse traditionnelle. Mais partout ailleurs, ils sont protégés. On peut penser à certains oiseaux comme les grives et autres, qui peuvent encore être parfois chassés, alors qu'ils sont protégés partout ailleurs. Donc ça pose question.